La salle d'audience sentait le vieux chêne et le café bon marché. J'étais assis à la table de la défense dans mon seul beau costume, le bleu marine que j'avais acheté pour l'enterrement de mon père il y a 11 ans. Il m'allait encore à peu près. J'avais perdu du poids depuis que Perrine avait demandé le divorce. Le stress a cet effet-là. Je m'appelle Julien Marchand. J'ai 47 ans. J'habite à Saint-Cloud, à environ 20 minutes de Paris. Depuis 18 ans, je suis marié à Pénélope Marchand, dite Perrine, la femme qui est actuellement assise de l'autre côté de l'allée et qui refuse de croiser mon regard. Elle était superbe. Nouvelle coupe de cheveux, chemisier de créateur, et cette assurance qui vient du sentiment de savoir que l'on va gagner. Son avocat, un requin nommé Maître Renard, classait ses dossiers à côté d'elle avec l'aisance de celui qui a fait cela 1000 fois. Mon avocat, un jeune homme nommé Maître Lucas Bernard, que je pouvais à peine me payer, s'est penché pour me murmurer à l'oreille, « Julien, c'est votre dernière chance. Nous pouvons encore nous battre. L'entreprise seule vaut plus de 2 millions d'euros. Vous l'avez bâtie à partir de rien. Elle ne peut pas tout prendre. Vous la laissez tout avoir. Êtes-vous fou? Elle prend tout. La maison, les comptes, la société, tout sauf. » Il s'est arrêté. Nous savions tous les deux ce qu'il allait dire. Tout sauf Clara, notre fille de 16 ans, née avec la mucoviscidose. La raison pour laquelle je me lève chaque matin, la raison pour laquelle je continue de respirer. Perrine ne voulait pas d'elle. Elle l'avait clairement indiqué dans sa demande. Garde exclusive au père, avait-elle écrit, comme si Clara était un meuble qu'elle refusait d'emporter dans son déménagement. Je sais ce que je fais, Lucas, ai-je dit. Ah bon? Parce que de là où je suis, on dirait que vous tendez toute votre vie sur un plateau à une femme qui abandonne son enfant malade. Je n'ai pas répondu. J'ai juste fixé l'enveloppe scellée posée sur le bureau de la juge. L'enveloppe qui allait tout changer. La juge Simone Morel est entrée dans la salle à 9 heures précises. C'était une femme sévère d'une 60aine d'années, les cheveux gris tirés en un chignon serré et des lunettes de lecture perchées sur le nez. Elle avait une réputation d'équité, ce qui était exactement ce dont j'avais besoin. Nous sommes ici pour l'audience finale de divorce dans l'affaire Marchand contre Marchand, a-t-elle annoncé en s'installant dans son fauteuil. J'ai examiné le projet de convention de divorce. Avant de le signer, je veux confirmer que les deux parties comprennent et acceptent les termes. Maître Renard s'est levé en boutonnant sa veste. Madame la juge, ma cliente Pénélope Marchand a accepté de prendre la pleine propriété de Marchand BTP, la résidence familiale située à Saint-Cloud, tous les actifs liquides totalisant environ 847 000 € et la propriété de vacances à Biarritz. En échange, elle renonce à toute prestation compensatoire future et accepte de céder la garde exclusive de l'enfant mineur, Clara Marchand, à son père. Il disait cela comme s'il lisait une liste de courses, comme si ma fille n'était qu'une ligne budgétaire de plus. La juge Morel s'est tournée vers moi. « Monsieur Marchand, vous avez accepté ces conditions ?» Lucas m'a donné un coup de coude. « Julien, s'il vous plaît, ne faites pas ça. » Je me suis levé. « Oui, madame la juge. J'accepte les conditions. » Un murmure a parcouru la petite salle. Mon frère Marc était là, ainsi que l'assistante de Lucas et quelques autres personnes que je ne connaissais pas. J'ai entendu Marc grommeler quelque chose entre ses dents, probablement me traitant d'idiot. Il le faisait souvent ces derniers temps. Perrine souriait, ce sourire serré et triomphant qu'elle affichait toujours quand elle gagnait une dispute. Elle s'est penchée pour chuchoter quelque chose à son avocat, prévoyant sans doute déjà comment dépenser mon argent. « Très bien, » a dit la juge Morel. « Monsieur Marchand, veuillez vous approcher pour signer les documents finaux. » Je me suis avancé vers le pupitre. Le greffier m'a tendu un stylo. Un par un, j'ai signé les papiers qui abandonnaient tout ce que j'avais passé 2 décennies à construire. La maison que j'avais rénovée de mes propres mains. L'entreprise que j'avais fait passer d'une simple camionnette avec une boîte à outils à une société de 47 employés. Le compte d'épargne que j'avais rempli euro par euro, nuit après nuit, sacrifice après sacrifice. J'ai tout cédé. Quand j'ai fini, j'ai regardé Perrine. Elle rayonnait littéralement. « Merci, Julien », a-t-elle dit doucement. « Je savais que tu finirais par être raisonnable. » Je n'ai pas répondu. Je suis retourné m'asseoir. La juge Morel organisait les documents quand elle s'est interrompue. « Il semble y avoir une pièce complémentaire », a-t-elle dit en ramassant l'enveloppe scellée. « Monsieur Marchand,
vous avez déposé ceci séparément, marqué comme pièce H, soumission personnelle pour examen judiciaire uniquement. Le sourire sur le visage de Perrine a vacillé. Qu'est-ce que c'est, a-t-elle demandé, la voix soudainement aiguë. La juge Morel a ouvert l'enveloppe. Elle en a sorti le contenu, une liasse de papier d'environ 20 pages, et a commencé à lire. Le silence s'est installé dans la salle. J'observais le visage de Perrine, regardant la confusion se transformer lentement en autre chose alors que la juge Morel continuait sa lecture, page après page, son expression s'assombrissant à chaque instant. Finalement, la juge a levé les yeux. « Madame Marchand, votre conseil est-il au courant de ces documents ?» Maître Renard a froncé les sourcils. « Madame la juge, je n'ai pas vu ce document. » Ma cliente a été totalement transparente. « Alors peut-être devriez-vous les voir maintenant. » Le greffier a tendu des copies à l'avocat. Il a commencé à lire, et j'ai vu le sang quitter son visage. Il s'est penché vers Perrine et a murmuré quelques mots, ça change absolument tout. Perrine a arraché les papiers de ses mains. Elle a lu la première page, la deuxième, la troisième. Puis elle s'est effondrée. Pas un évanouissement exactement, c'est plutôt que ses jambes ont cessé de fonctionner. Elle a glissé de sa chaise et a heurté le sol, les papiers s'éparpillant autour d'elle. Maître Renard criait pour qu'on apporte de l'eau. Les gens dans la salle se levaient. Lucas me regardait, la bouche bée. Et moi, je restais assis là, calme comme une matinée d'été, attendant que le chaos se dissipe. Je préparais cela depuis 2 ans, et ce n'était que le début. Laissez-moi vous parler de Perrine. Nous nous sommes rencontrés en 1999 sur un chantier à Nanterre. J'avais 22 ans, je travaillais comme charpentier pour une entreprise qui payait à peine le SMIC. Elle en avait 19, elle travaillait à l'accueil d'une agence immobilière en face. Elle m'apportait de la citronnade pendant ses pauses déjeuner. Cela semble peu, mais il faut comprendre ce qu'était ma vie à l'époque. J'avais grandi pauvre en zone rurale, j'avais quitté l'école pour aider ma famille, et j'étais monté à Paris avec rien d'autre qu'un sac de sport et l'envie de travailler. Personne ne s'était jamais occupé de moi. Personne ne m'avait jamais apporté de boisson juste parce qu'il tenait à moi. Nous nous sommes mariés en 2001 à la mairie du 17e arrondissement. Pas de famille, pas d'amis, juste nous et un adjoint au maire qui avait l'air de vouloir être n'importe où ailleurs. Je lui ai promis qu'un jour je lui offrirais le mariage qu'elle méritait, un grand mariage avec des fleurs et une robe de princesse. Je ne l'ai jamais fait. Il y avait toujours quelque chose de plus important. Une facture à payer, un chantier à finir, une crise à gérer. Clara est née en 2008. La grossesse a été difficile. Et quand elle est arrivée avec 6 semaines d'avance, nous avons su immédiatement que quelque chose n'allait pas. Les médecins ont fait des tests pendant 3 jours avant de donner le diagnostic, la mucoviscidose. Si vous ne savez pas ce que cela signifie, laissez-moi vous expliquer. C'est une maladie génétique qui affecte les poumons et le système digestif. Elle provoque l'accumulation d'un mucus épais et collant, entraînant des infections, des problèmes respiratoires et une espérance de vie réduite. Bien que les traitements aient progressé, cela demande une gestion constante. Médicaments, kinésithérapie respiratoire, visite régulière à l'hôpital. C'est épuisant. C'est terrifiant. C'est un travail à plein temps en plus de celui que vous avez déjà. Perrine a eu du mal dès le début. Je ne dis pas cela pour être cruel. Je pense qu'elle a vraiment essayé, au moins au début. Mais s'occuper d'un enfant chroniquement malade demande une endurance que tout le monde n'a pas. Il faut se lever à 3 heures du matin pour les soins respiratoires et aller travailler comme si de rien n'était. Il faut sourire quand les médecins annoncent de mauvaises nouvelles. Il faut tenir son enfant pendant qu'elle tousse jusqu'à en vomir et recommencer le lendemain. Perrine n'en était pas capable. Quand Clara a eu 5 ans, Perrine avait déjà démissionné. Pas physiquement, du moins pas au début. Elle était encore dans la maison, faisait les gestes, mais émotionnellement, elle était partie. Elle a cessé de venir aux rendez-vous médicaux, a cessé d'aider pour la kiné, a cessé d'être une mère. J'ai pris le relais. Que allais-je faire d'autre? Clara avait besoin de quelqu'un. Pendant ce temps, Marchand BTP décollait. L'entreprise que j'avais lancée en 2005 devenait une référence. Des contrats commerciaux, des lotissements, des appels d'offres publics. En 2015, nous avions 40 employés et un chiffre d'affaires dépassant les 3 millions d'euros par an. J'étais fier de ce que j'avais bâti, mais j'étais aussi épuisé.
Gérer une entreprise tout en étant le soignant principal d'un enfant malade laisse peu de place pour le reste, y compris pour un mariage. Perrine et moi nous sommes éloignés. Nous ne parlions plus que de logistique, qui allait chercher Clara, quand arrivait le prochain virement, si on avait pensé à acheter du lait. J'aurais dû voir venir l'infidélité. Il s'appelait Laurent Magnier, un promoteur immobilier qui avait engagé Marchand BTP pour un projet de centre commercial à Boulogne. Il était séduisant et prospère, le genre d'homme qui porte des montres de luxe et conduit des voitures qui coûtent plus cher que la plupart des maisons. Perrine l'a rencontré lors d'un événement d'entreprise en 2020. En 2021, ils couchaient ensemble. Je l'ai découvert comme tous les maris le découvrent, un téléphone déverrouillé, des messages qui auraient dû rester cachés. Je t'aime, mon cœur. Hâte de te voir ce soir. Tu me manques déjà. La nuit dernière était incroyable. Quand vas-tu le quitter? Je te veux pour moi tout seul. J'ai tout lu. Des centaines de messages sur plusieurs mois. Une trahison totale documentée par écrit. Je voulais l'affronter immédiatement, hurler, casser des choses, exiger des explications. Mais quelque chose m'a arrêté. Clara. Si je faisais exploser le mariage à ce moment-là, qu'arriverait-il à notre fille? Perrine avait déjà prouvé qu'on ne pouvait pas compter sur elle. Un divorce sale, une bataille pour la garde, des avocats qui déchirent nos finances alors que les frais médicaux de Clara s'accumulaient. Cela détruirait tout ce que j'avais construit pour la protéger. Alors, j'ai fait quelque chose qui m'a surpris moi-même. J'ai commencé à planifier. La première chose que j'ai faite a été d'engager un détective privé. Il s'appelait Damien Faure, un ancien policier qui s'était spécialisé dans les affaires familiales. Il était cher mais minutieux. Je lui ai dit que j'avais besoin de tout. Chaque rendez-vous, chaque chambre d'hôtel, chaque mensonge. Au cours des 18 mois suivants, Damien m'a fourni des photos de Perrine et Laurent au restaurant, dans des hôtels, et même dans sa villa au Cap Ferret, des relevés financiers montrant les cadeaux qu'il lui avait achetés, les voyages qu'ils avaient faits, toute une vie secrète financée par son argent et cachée de moi. Mais ce n'était pas le plus important. Julien, m'a dit Damien lors d'un de nos rendez-vous, en faisant glisser un dossier sur la table. Vous devez voir ça. J'ai ouvert le dossier. À l'intérieur se trouvaient des relevés bancaires, non pas de nos comptes joints que je surveillais de près, mais de comptes dont je n'avais jamais entendu parler. Des comptes au seul nom de Perrine. Depuis 3 ans, elle siphonnait de l'argent de Marchand BTP. De petites sommes au début, quelques centaines d'euros par-ci par-là, facilement cachés dans le flux d'une entreprise active. Mais les montants avaient grossi. Au moment où Damien l'a découvert, elle avait détourné plus de 340 000 euros. Elle a détourné des fonds de votre propre société, a dit Damien, pour les placer sur des comptes qu'elle pense que vous ignorez. J'ai fixé les chiffres. 340 000 euros. L'argent que j'avais gagné à la sueur de mon front, au prix de mes années de sacrifice. Envolé. Il y a plus, a continué Damien. Elle et Laurent ont parlé de lancer leur propre boîte de promotion immobilière. Devinez d'où vient le capital de départ? Mon argent? Votre argent. Je suis resté assis avec cette information pendant un long moment. Dans un divorce classique, ce serait une preuve accablante. Une preuve d'infidélité, une preuve de vol, assez pour détruire Perrine au tribunal et repartir avec tout. Mais j'avais une autre idée. Si Perrine demandait le divorce en pensant qu'elle allait gagner, qu'elle allait tout prendre et s'en sortir indemne, elle deviendrait arrogante. Elle commettrait des erreurs. Et si je la laissais croire qu'elle avait gagné, si je lui donnais exactement ce qu'elle demandait, je pourrais utiliser ces erreurs pour tout récupérer, avec les intérêts. J'ai passé 6 mois avec un expert comptable pour documenter chaque euro volé. Nous avons tracé l'argent à travers des sociétés écrans, à travers les entreprises de Laurent, à travers un labyrinthe de transactions. Puis j'ai tout apporté à une procureure. Elle s'appelait Nadine Prévost. Elle était spécialisée dans les délits financiers, et quand elle a vu ce que j'avais, ses yeux se sont éclairés. Monsieur Marchand, c'est un cas d'école d'abus de biens sociaux et de détournement. Combiné aux preuves de l'infidélité, nous pourrions monter un dossier qui envoie votre femme en prison. Je ne veux pas qu'elle aille en prison. Pas encore en tout cas. Nadine a froncé les sourcils. Alors, que voulez-vous? Je veux que le timing soit parfait. Je veux qu'elle demande le divorce en premier. Je veux qu'elle pense qu'elle gagne, et au moment précis, je veux que tout s'écroule sur elle. C'est peu conventionnel. Ma fille a la mucoviscidose.
Sa mère l'abandonne pour s'enfuir avec un amant riche. Le conventionnel a cessé d'être une option il y a bien longtemps. Nadine m'a observé un long moment, puis elle a hoché la tête. Dites-moi ce dont vous avez besoin. Nous avons construit le dossier pendant l'année suivante. Chaque preuve, chaque témoin, chaque document. Nadine a préparé les chefs d'accusation mais a accepté de les garder sous le coude jusqu'à mon signal. Entre-temps, j'ai commencé à déplacer des actifs, sans les cacher, car ce serait illégal. Au lieu de cela, j'ai restructuré. J'ai créé des fonds de protection pour les soins médicaux de Clara qui ne pouvaient pas être touchés en cas de divorce. J'ai transféré la propriété de certains biens vers des entités commerciales dont Perrine ne connaissait pas l'existence. J'ai tout documenté, j'ai gardé des registres méticuleux, m'assurant que chaque mouvement était légal et défendable. Puis j'ai attendu. Perrine a demandé le divorce en janvier de cette année. Elle est rentrée un soir, m'a fait asseoir à la table de la cuisine et m'a dit qu'elle voulait partir. Je ne suis pas heureuse, Julien. Je ne le suis plus depuis des années. Je sais. Elle a eu l'air surprise. Tu sais? Je sais pour Laurent. Je sais pour tout. Un instant, la peur a traversé son visage. Puis elle a disparu, remplacée par cette expression dure et calculatrice. Très bien, alors tu sais pourquoi ce mariage est fini. Je veux la maison, l'entreprise, les économies. Tu peux garder Clara. Je sais à quel point elle compte pour toi. Elle disait cela comme si elle était généreuse, comme si me laisser la garde de notre fille malade était un cadeau. D'accord. D'accord? C'est tout? Elle me fixait, attendant le piège. Julien Marchand, l'homme qui s'était battu pour tout, allait se coucher sans broncher? Je demanderai à mon avocat d'envoyer les papiers, a-t-elle fini par dire. Je les ai signés. Chaque document. Parce que le piège était déjà prêt. Il me suffisait de la laisser y entrer. Dans la salle d'audience, c'était toujours le chaos. Perrine était au sol, en pleine crise de panique. Maître Renard essayait de la relever tout en lisant les documents, son visage devenant plus pâle à chaque page. La juge Morel tapait avec son marteau, exigeant le silence. Je restais assis là, calme. Lucas m'a agrippé le bras. Julien, qu'est-ce qu'il y a dans ces papiers, bordel? La vérité. Finalement, ils ont réussi à remettre Perrine sur sa chaise. Quelqu'un lui a apporté de l'eau. Elle tremblait, le mascara coulant sur ses joues, ne ressemblant en rien à la femme sur d'elle d'il y a 1 heure. La juge Morel a enfin rétabli l'ordre. Maître Renard, je suppose que vous n'étiez pas au courant du contenu de la pièce H. L'avocat transpirait. Non, madame la juge, ma cliente ne m'a pas informé. Je m'en doute. La juge s'est tournée vers moi. Monsieur Marchand, aimeriez-vous expliquer à la cour ce que contiennent ces documents? Je me suis levé lentement. Madame la juge, la pièce H contient 3 ans de relevés financiers documentant un détournement de fonds systématique de la société Marchand BTP par mon épouse, Pénélope Marchand. Le montant total volé est de 347 218 €. L'argent a été transféré sur des comptes cachés et utilisé pour financer une relation avec Laurent Magnier, un promoteur avec qui elle entretient une liaison depuis 2021. Perrine a émis un son comme un animal blessé. La pièce contient également des photos, des messages et des témoignages documentant la liaison. De plus, elle inclut une lettre du parquet indiquant que des poursuites pénales pour détournement de fonds, fraude et évasion fiscale sont en cours contre Madame Marchand, en fonction de l'issue de cette audience. Maître Renard a bondi. Madame la juge, c'est une embuscade. Nous n'avons pas eu l'occasion d'examiner ces allégations. Ma cliente a des droits. Votre cliente me vole depuis 3 ans, ai-je dit calmement. Elle pourra discuter de ses droits avec le procureur. La juge Morel a levé la main. Asseyez-vous tous les deux. Elle s'est tournée vers Perrine. Madame Marchand, avez-vous quelque chose à dire en réponse à ces allégations? Perrine pleurait ouvertement maintenant. Il ment. Il doit mentir. Je n'ai jamais. Ce sont des relevés bancaires, Madame Marchand. Des historiques de transactions. Niez-vous l'existence de ces comptes? Silence. Niez-vous avoir transféré de l'argent de Marchand BTP sur ces comptes sans la connaissance ou le consentement de votre mari? Encore le silence. La juge Morel a hoché la tête lentement. Je vois. Elle a retiré ses lunettes et les a posées sur le bureau.
Monsieur Marchand, aidez-moi à comprendre une chose. Vous saviez pour ce détournement. Vous saviez pour la liaison. Pourtant, vous avez accepté de signer pour céder la quasi-totalité des biens du couple à votre femme. Pourquoi? Parce que je voulais qu'elle montre qui elle est vraiment, madame la juge. Expliquez-vous. Perrine a abandonné notre fille. Clara a la mucoviscidose. Elle nécessite des soins constants, des médicaments coûteux, des hospitalisations régulières. Quand Perrine a demandé le divorce, elle a spécifiquement demandé à ce que je prenne la garde exclusive. Elle ne voulait pas de son propre enfant. J'ai fait une pause pour stabiliser ma voix. J'aurais pu me battre. J'aurais pu traîner cela devant les tribunaux pendant des années. Mais Clara n'a pas d'années à perdre. Elle a besoin de stabilité. Elle a besoin de savoir qu'au moins un de ses parents l'a fait passer en premier. Alors, vous avez laissé votre femme tout prendre? Je l'ai laissé croire qu'elle prenait tout. Les biens qu'elle a réclamés, la maison, l'entreprise, les comptes sont tous entachés maintenant. L'entreprise a été financée en partie par de l'argent détourné, les comptes contiennent des fonds volés. La maison a été achetée avec des fonds communs qui sont maintenant des preuves dans une affaire pénale. J'ai regardé Perrine. Elle me fixait avec une haine pure. Tout ce qu'elle a pris, elle devra le rendre, et bien plus encore. La juge Morel est restée silencieuse un long moment. Puis, fait remarquable, elle a presque souri. Monsieur Marchand, êtes-vous en train de me dire que vous avez délibérément structuré ce divorce pour vous assurer que votre femme s'incriminerait elle-même? Je vous dis que j'ai donné à ma femme exactement ce qu'elle demandait. Ce n'est pas ma faute si elle a demandé des preuves de ses propres crimes. Maître Renard s'est relevé. Madame la juge, c'est un coup monté. C'est un homme qui protège sa fille, Maître Renard. La voix de la juge était de glace. Votre cliente a choisi de voler. Votre cliente a choisi de tromper. Votre cliente a choisi d'abandonner un enfant malade. Monsieur Marchand a simplement choisi de ne pas l'en empêcher. Elle a pris son marteau. J'annule la convention de divorce dans son intégralité. Étant donné les preuves de fraude et de détournement, j'ordonne un audit complet de tous les actifs du couple. Tout actif dérivé d'une activité criminelle sera saisi. De plus, je renvoie cette affaire au procureur de la République pour une action immédiate. Elle a regardé Perrine. Madame Marchand, je vous suggère fortement de prendre un avocat pénaliste. Vous allez en avoir besoin. Le marteau a frappé. Perrine a hurlé. Un cri de rage et de désespoir qui a résonné contre les murs de la salle d'audience. Espèce de salaud. Tu as tout prévu. Tu m'as détruite. Je me suis levé et j'ai ramassé mes papiers. Non, Perrine. Tu t'es détruite toute seule. J'ai juste fait en sorte que tout le monde puisse le voir. Je suis sorti de la salle sans me retourner. Dans le couloir, Marc m'attendait. Je retire ce que j'ai dit, a-t-il dit en secouant la tête, incrédule. Tu n'es pas un idiot. Tu es le plus génial des salauds que je connaisse. Je ne suis pas génial, Marc. Je suis juste un père. J'ai sorti mon téléphone et j'ai composé le numéro de Clara. Elle était à la maison avec l'infirmière, attendant des nouvelles. Papa, qu'est-ce qui s'est passé? Prépare un sac, ma puce. On va aller manger une glace. Je t'expliquerai tout quand j'arriverai. Est-ce qu'on a gagné? J'ai réfléchi à cette question, à ce que gagner signifiait vraiment. Oui, ma chérie. On a gagné. Le procès pénal a duré 8 mois. L'avocat de Perrine a tout essayé. Il a prétendu que je l'avais forcée, qu'elle ne comprenait pas ce qu'elle faisait, que l'argent lui était dû comme compensation pour ses années au foyer. Rien n'a fonctionné. Les preuves étaient trop solides. À la fin, Perrine a plaidé coupable de 3 chefs d'accusation d'abus de biens sociaux et de fraude. Le juge l'a condamné à 4 ans de prison ferme. Laurent Magnier a disparu dès que les poursuites pénales ont été engagées. Il s'avère qu'il était au courant du détournement. Quand les convocations ont commencé à pleuvoir, il a liquidé ses avoirs locaux et est parti au Costa Rica. La dernière fois que j'ai entendu parler de lui, il construisait des complexes de luxe en prétendant que rien de tout cela n'était arrivé. Perrine m'a envoyé une lettre depuis sa prison environ 6 mois après le début de sa peine. Je ne l'ai pas ouverte pendant des semaines. Quand je l'ai enfin fait, elle était plus courte que ce à quoi je m'attendais. Julien, je sais que tu ne me pardonneras pas.
Je ne suis pas sûr que je me pardonnerai moi-même. Mais j'ai besoin que tu saches que je suis désolé. Pas seulement d'avoir été prise, mais pour tout. Pour Clara, pour nous. J'ai été faible. J'ai été égoïste. Je me suis raconté que je méritais mieux, et j'ai utilisé ce mensonge pour justifier tout ce que j'ai fait. Dis à Clara que je l'aime. Même si elle ne le croit pas, Perrine. J'ai montré la lettre à Clara. Elle l'a lue 2 fois, puis me l'a rendue. Tu penses qu'elle le pense vraiment? Je ne sais pas, ma puce. Peut-être. Est-ce que tu lui pardonnes? J'y ai réfléchi longtemps. J'y travaille. Clara a hoché la tête. Moi aussi. C'est ça, le pardon. Ça n'arrive pas d'un coup. Ce n'est pas un interrupteur que l'on actionne pour que tout redevienne lumineux. C'est plutôt comme un lever de soleil, lent et progressif. Certains jours, les nuages reviennent et on ne voit plus aucune lumière. Mais on continue d'attendre et, finalement, le soleil se lève à nouveau. Les biens ont fini par être répartis. Après l'audit, après les frais de justice et les remboursements, j'ai fini par récupérer environ 60% de ce que nous avions avant le divorce. La maison a été vendue. L'entreprise restructurée. C'était moins que ce avec quoi j'avais commencé, mais plus que ce dont j'avais besoin. J'ai utilisé une partie de l'argent pour payer les dettes médicales de Clara. Le reste a été placé dans un fonds qui s'occupera d'elle pour le reste de sa vie, quelle que soit sa durée. La médecine moderne a fait des progrès incroyables. Quand Clara est née, l'espérance de vie moyenne était de 35 ans. Aujourd'hui, on approche des 50 ans et cela continue de monter. Elle a 18 ans maintenant, elle vient d'avoir son bac. Elle prévoit d'entrer en école d'art-thérapie à la rentrée. Elle veut travailler avec des enfants malades, les aider à exprimer leurs sentiments par la peinture. Je sais ce que c'est que d'avoir peur, m'a-t-elle dit quand elle a annoncé son projet. Je veux aider les autres enfants à se sentir moins seuls. J'ai pleuré quand elle a dit ça. Je n'ai pas pu m'en empêcher. Cet enfant, cette gamine extraordinaire qui a passé sa vie entière à se battre juste pour respirer, veut passer son avenir à aider les autres à se battre aussi. Si ce n'est pas la preuve que quelque chose de bon peut sortir de quelque chose de terrible, je ne sais pas ce qu'il faut. Perrine est sortie de prison au printemps dernier. Elle vit dans un foyer de réinsertion à Melun, travaille dans un supermarché et essaie de reconstruire une sorte de vie. Elle a demandé à voir Clara. J'ai laissé la décision à ma fille. Clara a dit oui. Elles se sont vues 2 fois maintenant. Pour un café, des visites courtes, des conversations prudentes. Je ne sais pas si elles auront un jour une vraie relation. Trop de choses se sont passées. Mais elles essaient. Et parfois, essayer est tout ce que l'on peut faire. J'ai vendu Marchand BTP l'année dernière. Une plus grosse entreprise m'a fait une offre, et après y avoir réfléchi, j'ai accepté. L'entreprise m'avait beaucoup apporté, mais elle m'avait aussi beaucoup pris. Chaque nuit tardive, chaque moment manqué avec Clara. Je voulais récupérer ces moments. Pas ceux qui sont déjà partis, car c'est impossible, mais ceux qui arrivent. J'ai pris l'argent et je suis parti. Je ne suis pas vraiment à la retraite. Je fais encore un peu de conseil pour de petits entrepreneurs, mais l'essentiel de mon temps, je le passe avec Clara, à l'emmener à ses rendez-vous, à l'aider avec ses projets artistiques, à être simplement là, présent, de la manière dont j'ai toujours voulu l'être. Cela me suffit amplement. Les gens me demandent parfois si je regrette la manière dont j'ai géré les choses. Le piège, la patience, ces 2 années à regarder ma femme me voler pendant que je documentais tout. N'aurais-je pas pu simplement divorcer normalement? L'affronter et passer à autre chose? Peut-être. Mais voici ce que j'ai appris sur la justice. Elle ne ressemble pas toujours à ce que l'on attend. Parfois, la justice, c'est un juge qui frappe avec son marteau. Parfois, c'est plus discret. Parfois, c'est une gamine malade qui obtient son diplôme pendant que le parent qui l'a abandonné la regarde de loin. Parfois, la justice, c'est juste de survivre. J'ai passé 18 ans marié à une femme qui s'est révélée être quelqu'un que je ne reconnaissais pas. Quelqu'un d'égoïste, capable d'abandonner son propre enfant. Je pourrais être en colère. Une partie de moi le sera sans doute toujours. Mais la colère est lourde. Elle prend de la place dont on a besoin pour d'autres choses. Ce que je porte à la place, c'est de la gratitude. Reconnaissant pour Clara qui m'a appris ce que l'amour signifie vraiment.
Reconnaissant pour les années de lutte qui m'ont montré de quoi je suis capable. Et même reconnaissant envers Perrine d'une certaine manière, car sans sa trahison, je n'aurais peut-être jamais découvert ma propre force. Le lendemain de l'audience finale, j'ai emmené Clara manger une glace comme promis. Nous étions assis dans un petit salon de thé près de chez nous. « Papa » a-t-elle dit entre deux bouchées. « Est-ce que tu vas bien ? Je veux dire, vraiment bien ? Je pense que oui, ma chérie. On y arrive. Maman a vraiment fait toutes ces choses ? Le vol et tout le reste ? Oui, elle l'a fait. Pourquoi ? On avait une belle vie, non ? J'ai réfléchi à la manière de répondre. Comment expliquer à une adolescente que certaines personnes ne sont jamais satisfaites ? Que certaines personnes passent leur vie à chercher quelque chose de mieux sans réaliser que ce qu'elles ont est déjà suffisant. Ta maman s'est perdue, ai-je fini par dire. Elle a oublié ce qui comptait. Et le temps qu'elle s'en souvienne, c'était trop tard. Tu penses qu'elle nous a aimés un jour ? Je pense qu'elle nous a aimés du mieux qu'elle a pu. C'est juste que ce n'était pas assez. Clara est restée silencieuse un instant. Puis elle a tendu la main par-dessus la table et a pris la mienne. Ton amour à toi était suffisant, papa. Juste pour que tu le saches. Il a toujours été suffisant. Je n'ai pas pu parler après ça. J'ai juste tenu sa main et laissé mes larmes couler. C'est ça, être parent. On passe des années à s'inquiéter d'échouer, de ne pas en faire assez, et puis un jour, ils disent quelque chose qui vous fait comprendre que vous avez réussi. Peut-être pas tout, peut-être pas parfaitement, mais suffisamment. Je garde une photo sur mon bureau maintenant. C'est celle du jour où Clara a eu son bac. Elle est radieuse, son diplôme à la main. Je suis à côté d'elle, mon bras sur son épaule, ressemblant à un homme qui a enfin compris ce qui compte. Derrière nous, à peine visible dans le coin du cadre, il y a une chaise vide. Celle que nous avions gardée pour Perrine, au cas où elle aurait eu l'autorisation de venir. Elle n'est pas venue. Une histoire de paperasse qui n'est pas passée à temps. Clara a pleuré pendant 10 minutes. Puis elle a essuyé ses yeux et a marché vers son avenir comme si le monde lui appartenait. C'est ma fille. Je regarde cette photo chaque matin. Elle me rappelle une chose importante. La vie ne vous donne pas ce que vous méritez. Elle vous donne ce que vous bâtissez, ce pourquoi vous vous battez, ce que vous refusez de lâcher, même quand tout essaie de vous l'arracher. Perrine pensait qu'elle pouvait tout me prendre. Elle pensait que je m'effondrerais. Elle se trompait, car elle avait oublié l'essentiel. Elle avait oublié Clara. Et un père qui protège sa fille est la chose la plus dangereuse au monde. Alors, voici ma question pour vous, que refuseriez-vous d'abandonner ? Pourquoi vous battriez-vous, sacrifieriez-vous tout s'il le fallait ? Et si vous n'avez pas encore quelque chose comme ça dans votre vie, il est peut-être temps de le trouver. Dites-moi dans les commentaires ce qui compte le plus pour vous. Et si vous connaissez quelqu'un qui traverse un combat en ce moment, quelqu'un qui a l'impression de tout perdre, envoyez-lui cette histoire. Parce que parfois, ceux qui ont l'air de perdre sont en train de préparer la plus grande victoire de leur vie. Il faut juste être assez patient pour la voir.